Comme l'a dit Jonathan, là aujourd'hui, on avait discuté un petit peu de thématiques. Je n'avais pas envie de retomber dans des thématiques, je dirais, de travail. Donc, je me suis vraiment fait plaisir dans cette thématique-là. J'ai eu la chance de faire ma thèse master coach sur les rythmes de jeu comme un élément culturel de la performance. Et dans ces rythmes de jeu et dans l'analyse que j'en avais fait, il y avait des phases où c'était assez simple d'analyser le rythme de jeu et la capacité rythmique du handball. Par contre, il y avait une phase qui était vraiment souvent délaissée et qui est la phase du moment où on va perdre la balle. Je vous propose de partager le document. Je vais partager mon écran. Donc voilà, l'idée ici va être dans un premier temps de définir ce qui est réellement cette phase qui va succéder la phase de possession de la balle. Donc cette phase-là, en général, elle est appelée repli défensif quand on définit le handball en 4 phases. Donc souvent on parle d'attaque, de repli, de défense et de montée de balle. Alors cette phase de repli défensive, elle est intéressante puisque dans la définition du glossaire, c'est un moment où on va interdire une passe directe, où on va gêner la progression de la balle et on va peut-être récupérer le ballon. Donc là, dans le projet de jeu des Black Arrows, on symbolise ça avec 3 dessins. Vous les avez tous les 3 en dessous. Donc un point pour on interdit les choses. On est collectif et on interdit les choses. Le bonhomme bleu qu'on retrouve dans Monstres et compagnie, c'est une phase où on va plutôt harceler, on va être agressif envers le porteur de balle. Et puis cette petite fille qui se cache derrière un arbre, c'est le côté joueur, le côté intercepteur qu'on doit avoir également dans ces phases de jeu défensives. Là, on parle souvent de 4 phases de jeu. J'ai la chance, et puis je pense que parmi vous, quelques-uns aussi, d'avoir croisé lors de ma formation Guy Petit-Gérard. Guy Petit-Gérard, il parle de 2 phases. Et je partage tout à fait son avis. Il parle de la phase de possession de la balle et de la phase de conquête du ballon. Donc la phase de possession de la balle, c'est simple. Plutôt que parler d'attaque et parler de montée de balle, on va parler d'une phase où on a le ballon. Et après, la façon dont on va l'utiliser pour marquer ou pour ne pas le perdre va être différente selon les projets et selon les différentes sensibilités des entraîneurs. Et donc, du coup, la phase qui nous intéresse, c'est la phase de conquête du ballon. Et je pense que les mots ont du sens. Et c'est important. Quand on parle de repli défensif, on se retrouve avec des terminologies qui sont assez négatives. Quand on va parler de phase de conquête du ballon, on peut se retrouver avec des phases qui sont des phases de renouvellement de la possession, voire même de capacité à défendre pour marquer des buts. Donc, en général, dans l'activité défensive, on est assez créatif dans le handball. On va avoir des dispositifs différents. On va faire des 1-5, des 2-4, des 3-3, des 2-2-2. On va faire plein de choses. Pareil dans les systèmes. En général, on est tous sur des mixtes avec des aménagements selon le rapport de force vers vers plus ou moins d'entraide, plus ou moins de conquête du ballon, et donc des systèmes qui vont être assez variés. Dans la coordination même des savoir-faire interindividuels, on arrive à des stratégies qui sont intéressantes, qui vont être le HDI dans la formation du joueur, le PIDA, donc le HDI, le harceler, dissuader, intercepter, le PIDA qui va être le presser, intercepter, dissuader, aider. Donc, qui vont être des moyens pour l'entraîneur de coordonner des savoir-faire individuels en vue de la réussite du projet collectif, pour mettre en place des stratégies interindividuelles. Dans tous les cas, si on veut arriver à récupérer le ballon et à le conquérir, il faudra arrêter le porteur de balle. Ensuite, il faudra le presser, donc le mettre en crise de temps et en crise d'espace, pour pouvoir agir sur les non-porteurs de balle, en tout cas sur les partenaires du porteur de balle, pour soit faire des fautes, soit continuer à les harceler, à les agresser, soit récupérer clairement la balle. Donc on en revient à ces 3 petits dessins que j'utilise souvent. Ce qui va être frustrant, c'est l'utilisation, je vais revenir au début de cette vidéo qu'on a testée tout à l'heure,
Donc, c'est l'utilisation qu'on va faire justement de tous ces savoir-faire individuels. Dans la formation en France, on va justement parler de harcèlement, de dissuasion. On va apprendre plein de choses aux joueurs, ce qui nous amène aujourd'hui j'espère qu'elle va bien tourner, hein, Jonathan. J'espère qu'elle sera lisible et fluide. Oui, ça va aller, tu vas voir. Euh, donc là, c'est l'équipe de France on l'a face au Danemark et face à l'Espagne. Elles ont une activité défensive qui est absolument remarquable. Après, dans la réussite, dans le projet, on peut tout contester, mais dans l'activité générale défensive, elles mettent de la profondeur, elles se couvrent, elles s'entraident, elles tentent d'intercepter, on voit des dissuasions, le porteur de balle en général est assez harcelé, on voit des coopérations, des alignements. Il y a une activité générale en défense de cette équipe-là qui est formidable. Donc là, sur plusieurs séquences, en plus, les stratégies mises en place pour aller presser cet arrière droit qui est un tireur, pour gêner les différentes stratégies offensives des Danoises est intéressant. Il y a même de l'entraide sur certaines joueuses, etc. Malgré cette activité, comme on le voit sur les images, elles ne sont pas toujours en réussite. Mais il y a de l'activité. Là, encore une fois, contre l'Espagne, pour avoir un autre modèle, voilà, en étant face à des joueuses qui sont beaucoup moins grandes, beaucoup moins tireuses, il y a quand même une activité défensive des Françaises qui est importante. Alors, je vous ai mis Stineux parce qu'on est obligé de mettre Stineux Oftedal. Pour tous ceux qui suivent le handball féminin, on est obligé de mettre Stineux Oftedal parce qu'elle n'est pas que jolie. En plus de ça, elle apporte à l'équipe de Norvège un punch sur la montée de balle qui est très important. Ce qui nous permet d'arriver au repli défensif. Donc, on vient de voir l'activité de l'équipe de France. Et là, si on regarde, c'est des images que j'ai choisies, mais qui se répètent beaucoup. On va se retrouver avec des défenseurs qui vont courir vers leur but, qui vont aller faire la course pour être les premières à s'y mettre. Donc, quand on voit cette équipe qui était en capacité de mettre énormément d'activité défensive, et cette équipe qui, là, sur ces phases-là, est en train de courir vers son but, ne met absolument aucune activité défensive, c'est des questions à se poser. Et là, on se retrouve réellement à la phase de repli défensif. On ne se retrouve pas à une phase de conquête du ballon. Après, les raisons sont certainement multiples, mais on se retrouve avec une attaque qui arrive avec beaucoup de vitesse et une possibilité de faire circuler la balle qui est très grande face à une défense qui, elle, n'a aucune activité. J'ai essayé de comparer ça, j'ai regardé un nombre important de matchs de l'Euro. Les Norvégiennes ont la meilleure montée de balle du monde. Donc, j'ai voulu également regarder ce que faisaient les adversaires des Norvégiennes en repli défensif. Donc là, juste sur les Norvégiennes contre la Roumanie, les Norvégiennes, en général, c'est un jeu très vertical, des passes qui vont tout droit, des joueuses qui courent tout droit. Les Roumaines, elles, qui ont moins d'activité défensive en général, ont mis plus d'activité que les Françaises sur le repli. Donc, comme quoi, c'était plus pris en compte. Alors, peut-être que les Françaises, quand elles vont jouer les Norvégiennes, vont nous proposer un repli différent. Mais en tout cas, en général, on n'a pas cette activité. L'activité qu'on voit en défense, on ne la retrouve pas toujours sur les phases de conquête du ballon. Une notion qui va du coup être importante pour moi, ça va être la notion de zone d'emprise. Alors, la notion de zone d'emprise, c'est la zone qui va rencontrer, qui va être la zone dans laquelle il y a une interpénétration, ce qui est beau, une interpénétration entre la défense et l'attaque. Donc là, je vous ai mis 3 petits dessins. Un premier dessin où la défense est très basse, donc un volume de jeu défensif très bas, et une attaque qui est très loin, donc avec un volume de jeu offensif qui est très large. Donc là, il y a peu de chances que la défense interpénètre avec l'attaque et que l'attaque interpénètre avec la défense. On va plutôt se retrouver avec des phases où on aura des tirs de loin. Une autre zone d'emprise où la défense a un volume de jeu important et l'attaque a gardé un volume de jeu qui était le même qu'avant, donc elle n'a pas reculé par rapport à cette défense. Et donc, du coup, la zone d'emprise est plutôt favorable à la défense, donc on risque de se retrouver plutôt avec des interceptions. Et une troisième phase où la défense est basse, l'attaque s'est rapprochée, et donc on risque de se retrouver avec une possibilité pour les attaquants de traverser cette défense, donc d'avoir de la vitesse au moment où elles vont rentrer dans cette zone d'emprise.
Cette zone de reprise, on va la retrouver dans le football. Donc, dans le football, on va se retrouver avec des zones de pression qui vont être différentes. Alors, j'adore les dessins. Là, on a un superbe, ils sont mis en valeur. Mourinho est mis en valeur dans ce dessin-là. Donc, on a José Mourinho qui, lui, va être plutôt sur de la low press. Donc, il va demander à ses joueurs de se réorganiser proche du but. Comme vous voyez, un bus sur la droite du dessin. Donc, on se retrouve avec une phase où la défense va être très proche de son but et va plutôt jouer la contre-attaque. Je dirais que la low press ressemble beaucoup à nos équipes de handball qui vont se replacer près de leur but et qui ensuite vont se réorganiser pour peut-être contre-attaquer l'attaque adverse. Donc, le projet de José Mourinho, on est ensemble bas et on va franchir, on va libérer de l'espace dans le dos de l'équipe adverse pour peut-être la contre-attaquer. Ensuite, on va tomber avec deux entraîneurs qui sont quand même mythiques actuellement. Donc, on a Pep Guardiola. Pep Guardiola, lui, il a un jeu qui est vraiment basé sur la possession de la balle. Pep Guardiola, il a 70% de la possession de la balle en général, donc avec Barcelone et aujourd'hui avec Manchester City, en passant par le Bayern Munich. L'objectif pour lui, c'est d'avoir le ballon. Donc, quand il le perd, alors, quand il a le ballon, du coup, vu que tous ses joueurs participent à la possession de la balle, ils vont être ensemble sur un bloc très groupé, le hors-jeu leur permettant en plus de ne pas avoir d'adversaire dans leur dos. Ils vont être très regroupés. Et au moment où ils perdent la balle, Pep Guardiola a mis en place la règle des 6 secondes. Donc, il donne 6 secondes à ses joueurs pour récupérer la balle. Donc, ils vont se retrouver à presser très vite et en bloc pour récupérer le ballon, sachant qu'ils vont plutôt être sur des stratégies de récupération sur de l'interception, donc plutôt sur les trajectoires que pourrait avoir ce ballon-là. Donc, un joueur va presser le porteur de balle et les autres joueurs vont être sur les trajectoires que pourrait avoir ce ballon-là pour le récupérer ou pour forcer l'adversaire à faire une passe qui l'amènerait à perdre le ballon. Sachant que cette possession va avoir comme conséquence la récupération de la balle et la récupération de la possession de la balle. Donc, l'objectif de Guardiola, c'est d'avoir le ballon. Et ensuite, on va avoir son adversaire actuel dans le football, qui est Jürgen Klopp. Jürgen Klopp, lui, il a mis en place le Gegenpressing, donc, qui est une forme de pressing beaucoup plus agressive, qui va être qui va être en high press et qui va l'amener à prendre le ballon, prendre la possession du ballon dans les pieds de l'adversaire, donc prendre le ballon à l'adversaire, donc pas l'intercepter, lui prendre le ballon, le football permettant ce type de choses-là avec des tacles, avec des choses comme ça. Et il va surtout avoir une volonté de défendre et de prendre le ballon pour marquer des buts. Donc là, ce qui est intéressant dans la philosophie de Jürgen Klopp, c'est qu'il va défendre pour marquer. Donc ne perdre le ballon, ce n'est pas gênant, puisque lui, la possession de la balle l'intéresse moins que Guardiola, mais il va vraiment gagner le ballon pour essayer de marquer un but. Là, on va se retrouver sur une philosophie qui peut se rapprocher aussi un petit peu de ce qui nous est enseigné quand on va parler d'attaquer l'attaque, de défense active et de choses comme ça qu'on a entendu dans notre formation d'entraîneur et dans la formation des joueurs. Un petit tacle à Guardiola dans sa phrase « No playmaker in the world can be as good as a good counter-pressing ». C'est un petit tacle à cette possession de la balle de Guardiola. En image, alors pas tout de suite, en image c'est ensuite, les moyens que nous on a au handball pour pouvoir récupérer la balle, les différentes définitions du glossaire, presser, harceler, dissuader, neutraliser. Donc ces différentes savoir-faire, ces différentes intentions défensives, en les coordonnant, peuvent nous permettre de récupérer le ballon. Donc la zone d'emprise, on l'a décidée très basse, en handball en général, par un repli défensif et pas une conquête du ballon, alors que les moyens de récupérer le ballon et de le gagner de nouveau, on les a. Ce qui est intéressant dans ces définitions-là, ce n'est pas tant les définitions elles-mêmes que les gens vers lesquels elles sont destinées. C'est-à-dire que le presser, le harceler et le neutraliser sont destinés à la défense face aux porteurs de balle. Le dissuader est la seule intention défensive avec le intercepter, qui est une intention défensive vers le non-porteur de balle. Donc on voit encore une fois qu'on est plutôt activé sur le porteur de balle et pas trop sur le non-porteur de balle.
Dans le règlement au handball, il est possible de rentrer en contact physique avec un non-porteur de balle. C'est autorisé par le règlement. On a le droit de s'opposer au déplacement d'un non-porteur de balle. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, on peut très bien se retrouver à presser un non-porteur de balle. On peut très bien se retrouver à harceler un non-porteur de balle. On peut même se retrouver à neutraliser un non-porteur de balle. Puisque si, alors, neutraliser, on va le désacraliser, on n'est pas obligatoirement, vous voyez la définition, action défensive qui permet d'arrêter le porteur de balle, en lui interdisant tout débordement et toute transmission. Tout débordement, d'ailleurs, enfin bon, c'est un copier-coller, hein, ce n'est pas une faute de ma part. À aucun moment, il est marqué neutraliser égale faire faute. Faire faute est une forme de neutralisation, mais ce n'est pas la neutralisation par excellence. Ce qui fait qu'on peut très bien se retrouver à dissuader sur un non-porteur de balle, neutraliser un non-porteur de balle, etc., etc. Pour en revenir à Pep Guardiola et à Klopp, donc deux excellents entraîneurs, le football qu'ils produisent est tout à fait agréable à voir. Là, j'ai pris des images de Barcelone, donc Barcelone 2011, donc la période 2008-2012 pour Guardiola à Barcelone est une période où le jeu proposé par Barcelone était fabuleux. Là, juste pour qu'on voit bien que lors de la perte de balle, dans les 6 secondes qui suivent, il y a un pressing qui n'est pas un pressing forcené et qui a les images, ça va ou pas, Jeanne? À peu près. Oui, oui, très bien, c'est dynamique. D'accord. Donc là, on voit bien que à la perte de balle, bon, voilà, ils vont presser, ils vont plutôt se retrouver sur jouer des trajectoires. Donc, il y a un joueur qui va aller presser le porteur de balle et les autres joueurs sont plutôt en train de jouer des trajectoires et d'essayer de récupérer le ballon en forçant soit une mauvaise passe, soit en récupérant le ballon par une interception. Donc là, pareil, pressing, pressing, pressing. Et puis bon, on a forcé l'adversaire à faire une bêtise. Le Liverpool de Klopp, ce n'est pas la même chose. Le Liverpool de Klopp, c'est on prend la balle dans les pieds de l'adversaire et puis on va vite se projeter vers l'avant en grand nombre pour essayer de marquer des buts. Là, idem, on vient prendre la balle dans les pieds de l'adversaire pour essayer de marquer des buts. Idem, là, c'est Mané, donc Mané qui est un attaquant, sachant que dans la philosophie de Klopp, à un moment donné, si on prend la balle, si on pique la balle à un défenseur, qui va défendre? Donc du coup, c'est quand même beaucoup plus simple de marquer des buts. Puis plus on va le récupérer haut, le ballon, moins on a de distance à parcourir pour pouvoir marquer un but. Deuxième axe dans cette réflexion-là, le basket. Alors, le basket m'intéresse parce que le basket universitaire notamment, le basket féminin, je n'ai pas mis d'image, mais le basket féminin également, parce que la création du surnombre défensif existe dans le basket et existe également dans le handball. Quand le gardien de but a la balle dans sa zone et que notre gardien de but participe à la conquête du ballon, on se retrouve sur une situation de surnombre défensif. Donc il y a plus de défenseurs que d'attaquants sur le terrain. C'est ce qui se passe également dans le basket, puisque au moment de la remise en jeu qui se fait derrière le panier ou sur le côté, il se retrouve à être à 5 joueurs contre 4 joueurs. Donc ils sont en surnombre défensif. Et du coup, les actions défensives qu'ils vont mettre en place par rapport à ce surnombre-là, moi, m'intéressent beaucoup. Donc là, plusieurs phases avec Kentucky. Donc Kentucky est carrément, dans le basket, on verra après, il y a des dispositifs qui permettent ça. Donc là, on est carrément sur j'empêche la remise en jeu, il n'y a aucune solution puisqu'on est à 1 de plus. Et du coup, la remise en jeu n'est pas possible, puisqu'elle n'est pas possible à l'adversaire, soit perdre la possession de la balle au bout de 5 secondes, soit demander un temps mort. Ici également, la remise en jeu a été faite et on va, par ce surnombre, aller trapper les joueurs. Là, idem, la remise en jeu est faite et on va essayer de trapper les joueurs. Donc, on va essayer de créer un surnombre défensif. Donc, 2 joueurs vont venir défendre sur un seul attaquant, en espérant l'empêcher de faire sortir la balle ou la ralentir ou l'intercepter. Là, idem, si on prend la balle dans les mains. Là, on se retrouve un petit peu plus avec la notion de défendre pour marquer du Jürgen Klopp. L'objectif étant de récupérer la balle pour vite marquer un panier en étant proche du panier adverse. Ce qui est intéressant également, c'est les terminologies qu'ils vont utiliser dans le basketball. Donc, dans le basket, sur les zones presse, ils vont utiliser des dispositifs différents, donc de la 1-3-1, la 2-2-1.
Et ils vont donner des noms à chacun de ces joueurs-là. Donc, chaque joueur va avoir un rôle qui est défini par un nom. Exemple, le joueur qui est très avancé et qui va aller presser la remise en jeu est appelé le madman. Donc, le coureur, enfin l'homme fou. Et ça définit bien le rôle qu'il doit avoir. Il ne doit pas trop réfléchir, il doit être sur un pressing constant et être très agressif sur le porteur de balle, voire même courir d'un joueur à l'autre pour essayer de le gêner, quoi. Là, idem, ils arrivent à prendre un joueur à deux, en défendant à deux sur un joueur. Donc la création du surnom. Là, on voit quelques phases qui posent des problématiques où, quand ils sont capables de sortir de ces phases-là, du coup, la défense, elle, est en infériorité numérique défensive. Donc, il y a des défauts à ce type de défense, évidemment. Donc, les dispositifs au basket. Donc, ça, c'est les dispositifs de zone presse. Alors, le dispositif en lui-même, au handball, on est capable d'en mettre également. On est capable de faire une presse en 2-3-2 avec le gardien qui participe, etc. Là, ce qui est intéressant dans le basket, c'est qu'ils vont, donc, dans le premier dessin, on voit qu'ils mettent front line, middle line et back line. Par contre, dans le deuxième, ils nous mettent des wings, un disruptor et un interceptor. Donc, automatiquement, dans le dispositif, ils mettent des noms et des rôles clairs à chacune des lignes. Là, on ne le voit pas, mais souvent, donc, là, il l'appelle le warrior. Dans d'autres écrits, on appelle ça le madman. Voilà pour le basket. Donc, l'activité, la création du surnombre défensif qui m'intéresse au niveau du basket. Autre sport qui va m'intéresser pour autre chose, ça, c'est un terrain de football américain. Dans le football américain, il y a une vraie problématique de couverture. Le basket étant un petit terrain avec peu de joueurs, logiquement, recevoir une balle dans son dos, la couverture postérieure, le deep cover, est moins un problème qu'au football américain et au handball. Au handball, on va avoir la crainte, quand on va les presser, de prendre une contre-attaque par un joueur qui serait tout seul. Ou de laisser le gardien de but. En plus, aujourd'hui, le gardien de but, s'il touche un joueur, prend un carton rouge. C'est vraiment un vrai danger pour nous, cette couverture. Il faut, pour pouvoir presser, se rassurer sur cette couverture-là. Donc, au football américain, ils ont deux types de couvertures qui vont se ressembler beaucoup. Ils vont avoir des couvertures en zone et des couvertures en homme à homme. Sachant que la zone, elle est un petit peu, elle ne porte pas bien son nom, puisque la zone étant un espace dans lequel je vais prendre en charge un joueur. Donc, en fait, c'est une anticipation d'une future homme à homme. Donc là, par exemple, on voit le free safety et le soft safety strong safety, qui vont se replacer dans des espaces centraux, et les cornerbacks qui vont couvrir. Sur d'autres stratégies, à gauche en zone et à droite en homme-homme, on va avoir des cover 3 ou des cover 2, et de l'autre côté, des cover 2 en homme-homme et des cover 1 en homme-homme. Là, l'idée pour eux est d'organiser les zones dans lesquelles on couvre la passe longue pour arriver à soit ne pas prendre de points, soit de nouveau à récupérer le ballon. Donc, ils vont avoir une notion qui est intéressante, puisque le quarterback ne franchissant très rarement la zone d'avantage, ils vont se retrouver également surnombrants. Et ils vont avoir une règle qui s'appelle la règle du man free. La règle du man free, c'est que logiquement, dans la répartition en zone, dans chacune de ces zones ou dans la répartition homme à homme, il y a un joueur qui va se retrouver libre. Et cet homme-là va du coup soit couvrir un joueur dangereux adverse, soit couvrir un espace dans lequel on pense que les joueurs vont courir, soit il va avoir la possibilité d'aller blitzer et d'aller presser le quarterback pour récupérer la balle. Donc là, on se retrouve dans une phase qui ressemble, dans des stratégies qui ressemblent beaucoup plus au handball, puisque, donc là, un cover 0 qui n'existe pas, mais qui peut nous intéresser, nous, dans le handball, puisque nous, on doit couvrir des passes longues et également empêcher les autres de progresser, balle en main. Donc, on va se retrouver avec ces deux problématiques que le football n'a pas grâce au hors-jeu et que le basket a beaucoup moins à gérer. Ce qui fait que, du coup, on a réellement deux rôles à gérer qui sont courir, si on est loin de la balle, pour couvrir, ou, si on est près de la balle, presser. Donc, si on doit soit couvrir, soit presser, ça ressemble quand même beaucoup au football américain. Je vous ai mis quelques images de football américain où on va retrouver de nouveau protéger,
harceler et de façon très maligne, intercepter. Donc, les images sont wow. Tac. Les images sont dans cet ordre-là. Donc, d'abord, protéger une ligne, parce que c'est le fondement même, surtout quand on est près de son en-but. Bah, défendre, ce n'est pas se jeter n'importe où. Défendre, c'est d'abord protéger la ligne, protéger son but. Donc là, encore une fois, ils ont beau lui sauter dessus, ils étaient en train de lui protéger le but. Ensuite, il y a les phases de harcèlement, où si on peut aller embêter le porteur de balle, puis là, dans ce sport-là, d'autant plus, pour récupérer le ballon, pour marquer des points. Donc là, plusieurs séquences où les attaquants arrivent à prendre le dessus, enfin les défenseurs, et le lapsus est révélateur, les défenseurs vont attaquer l'attaque pour pouvoir récupérer la balle. Là, ils vont même le plaquer dans la zone de surnombre, dans la zone d'en-but, ce qui leur permet de marquer 2 points. C'est un safety. Et ensuite, une fois qu'on a pressé ce quarterback, qu'on lui a mis de la pression, on va peut-être pouvoir, derrière, récupérer des balles sur interception, en étant malin. Donc là, c'est les dernières séquences, elles sont essentiellement là-dessus, sur une couverture qui est anticipée. Et on se retrouve souvent avec des joueurs qui vont couvrir leur zone, qui n'auront personne dans leur dos, et qui vont ensuite pouvoir réattaquer le ballon. Et là, de nouveau, on se retrouve avec des choses qu'on va nous rechercher dans le handball, cette couverture, cette protection de notre but, avec aucun adversaire dans notre dos, pour pouvoir repasser devant notre adversaire et lui prendre le ballon. Et là, on retrouve les différentes organisations en 4-4 ou en 3-5 ou en 5-3 qu'on a vu dans les dessins précédents avec beaucoup de coureurs, beaucoup de couvreurs ou pas. Pour résumer tout ça, même si on parle de conquête du ballon, même si on doit parler de conquête du ballon, avant tout, c'est protéger son but. Donc, s'organiser pour protéger son but. C'est évident que si je veux gagner le ballon et qu'à chaque fois que je vais presser un adversaire, je me retrouve à prendre une contre-attaque, à me retrouver dans mon dos avec des joueurs libres, on ne va pas pouvoir. Donc, pour être rassuré collectivement, il va falloir avoir une organisation qui rassure tout le monde. C'est à ça que sert la couverture, l'organisation en couverture. Les règles qui sont simples, c'est petit 1, on n'a pas d'adversaire ni de ballon dans notre dos. Si j'ai tous ces éléments-là face à moi, logiquement, je n'ai pas de problématique. Si le ballon est face à moi et si mes adversaires sont plutôt face à moi, il n'y a pas de problématique. Du coup, il y a 2 lignes qui sont importantes dans l'organisation de la reconquête du ballon. La première ligne, c'est face au danger qui est le plus proche de mon but. Donc, quel est l'attaquant qui est le plus proche de mon but? Là, c'est une première ligne. C'est sur cette ligne-là qu'on doit s'aligner. Gardien compris. Et là, du coup, ça nous pose une problématique de confiance, etc., pour ne pas se retrouver avec des gardiens de but qui prennent des rouges. Mais on va logiquement s'aligner sur ce joueur-là. Ensuite, la deuxième ligne qui est fondamentale, c'est le ballon. Je ne dois jamais me retrouver avec le ballon dans le dos. Donc, du coup, la deuxième ligne d'alignement, elle doit être sur le ballon. Le rôle du gardien de but, on pourrait la comparer à celle du rôle du man free. C'est lui qui va permettre de libérer quelqu'un. Si c'est trop dangereux pour lui de sortir de la zone et de couvrir, ça veut dire qu'on est en égalité numérique. Si le gardien de but arrive à libérer un joueur de cette pression, de ce rôle-là de couverture, du coup, on se retrouve avec un joueur libre qui va du coup pouvoir peut-être trapper, en tout cas créer le surnombre comme on l'a vu au basket. La règle 2, ça va être le pressing. Donc, une fois que je suis organisé, il y a 2 rôles. Donc, il y a les joueurs qui vont être loin du ballon, qui, eux, vont couvrir, et les joueurs qui vont être près du ballon, qui vont se retrouver dans les règles dont on a parlé tout à l'heure avec Pep Guardiola et les 6 secondes, avec des pressings qui sont importants. Au basketball, celui qui décide du pressing, ce n'est pas le bas de la défense, c'est le haut de la défense. Donc, le pressing est décidé par la pointe défensive. Si la pointe défensive considère que le rapport de force ne lui permet pas de presser, la pointe défensive
contrôle l'adversaire et du coup se replie et tout le bloc défensif va se replier. Donc c'est la pointe défensive qui décide. Souvent au handball, on se retrouve avec un joueur qui a effectué le repli, qui va ordonner à ses partenaires de venir se replacer et qui va obliger tout le monde à revenir. Donc la règle, on peut peut-être l'inverser en se disant, tiens, c'est le joueur le plus proche du ballon qui, lui, va décider de ce qu'on fait, ensemble, collectivement. Sachant que, comme le dit Klopp, à un moment donné, si on presse un joueur, il va être quand même beaucoup moins bon que s'il n'était pas pressé. Et ça, on est tous d'accord là-dessus, je pense. Non. Ensuite, vas-y. Je voulais dire oui, oui. Tu te sens seul, Laurent? Non, ça va. Et, je te propose, après cette image-là, Ouais. une question. Ouais, si tu veux. Ça marche? Ouais. Bah, celle-là, elle est quasiment finie, puisque là, justement là-dessus, les points sont liés parce qu'on va définir une zone dans laquelle on ne veut pas prendre de but. Et quand on ne veut pas prendre de but, il y a une notion qui est importante, c'est souvent on ne veut pas prendre de but par rapport au porteur de balle. Je pense que le non-porteur de balle a le droit à un traitement qui devrait être au moins celui du porteur de balle. Voilà. Ensuite, j'enchaînerai sur la photo suivante si tu veux, Jonathan. Oui, j'ai attendu, j'ai eu une question, j'attendais le bon moment pour te la poser. Je pense que on va dire ces deux photos-ci et le lien est fait dans la question posée. Donc en attaque, nous parlons de recherche d'espace libre sur une organisation pour la reconquête du ballon. Pouvons-nous dire que nous devons rechercher les espaces libres de la montée de balle de l'adversaire? Non. Moi, je dirais plus. La défense, elle va partir des rapports de force. Les rapports de force, ils vont être des rapports de force individuels, des rapports de force interindividuels, des rapports de force collectifs. Les rapports de force collectifs vont être des habitudes, des stratégies qu'on aura nous identifiées. Donc effectivement, l'attaque des espaces libres dans la montée de balle, on pourrait très bien dire, on a identifié que les habitudes de l'adversaire collectivement étaient de courir dans ces espaces-là, et nous, on va mettre des joueurs dans ces espaces-là. Ça pourrait être effectivement une stratégie et du coup venir en réponse à ta question. Ça répond un peu à ta question ou pas? Oui, c'est une question d'un participant. Je pense que ça répond bien à sa question. Merci. La photo suivante, je l'ai mis plusieurs fois celle-là parce que déjà, je la trouve très jolie. Et l'idée vraiment que défensivement, ce ne soit pas que la bagarre, que quelque chose qui est en force, mais aussi, et puis bon, cette photo-là, je l'ai mise, il y a le drapeau belge, je trouve ça cool, et le fait qu'on soit unique, que ce soit solide, il est évident qu'une main, enfin, on a tous fait cet exemple-là, hein, la main, c'est facile de la casser, le poing, beaucoup moins, et une défense, ça doit être solide, mais ça doit être solide, pas bêtement. Et là, cette photo-là, elle symbolise bien la défense. La défense, c'est que si à un moment donné, je me cache et que je peux agir, la défense, elle va devenir quand même beaucoup plus fun. Guardiola parle de plaisir de jouer avec le ballon. Au handball, on peut prendre aussi beaucoup de plaisir à... Là, cette photo-là me fait penser au coup de la colle. Manu Mayonade, à 5 minutes de la fin, a quand même fait piquer un ballon par Meulenstein en la faisant sortir du banc. Donc, se retrouver avec des petites créativités comme ça et avoir des joueurs qui sont très joueurs et qui ont envie de piquer des ballons, ça, je trouve ça fondamental. Et voilà, cette photo-là, elle symbolise bien ça. Ici, justement, tu vois, quand on va parler, je dis tu vois, Jonathan, quand on va parler de stratégie, quand on va parler d'utilisation des savoir-faire individuels, d'utilisation des intentions défensives, il est évident que ce que moi, je vais mettre en place défensivement, et que je vais vous montrer après avec les gamines de l'homme, sera peut-être pas ce que vous allez mettre en place dans votre club, avec une équipe, avec l'autre, parce que je pense qu'on n'est pas capable, enfin moi je ne suis pas capable de dire si Jürgen Klopp est meilleur que Guardiola comme coach. Je pense qu'ils sont de très bons coachs tous les deux.
Maintenant, est-ce que je vais avoir plus de préférence pour Guardiola ou pour Klopp? Ben voilà, ça va être une question de sensibilité. Est-ce qu'on préfère posséder la balle ou contre-attaquer? Est-ce qu'on préfère intercepter ou prendre la balle dans les mains de l'adversaire? Ben ça, c'est une question de sensibilité. Tout faire, je pense que ce n'est pas possible. Bien hiérarchiser les choses pour savoir si on va préférer être sur une zone d'emprise haute, basse, moyenne, si on va plutôt faire des fautes ou si on va plutôt laisser l'autre jouer pour pouvoir lui piquer le ballon dans le dribble, par exemple. C'est vraiment des choix. Et du coup, cette photo-là, elle symbolise bien ça. Ensuite, cette photo-ci, petit 1, parce que les Memphis Grizzlies de cette époque-là, c'était une super équipe défensive. Ils attaquaient très mal, mais en tout cas, c'était une équipe à voir défendre qui était fabuleuse. Là, on voit une photo de trappe, donc 2 défenseurs face à un attaquant. Je pense que les notions de faute, la notion de 2 défenseurs, donc de création du surnombre défensif, et la notion de être en contact physique avec un non-porteur de balle sont pour moi des notions pleines d'avenir si on veut développer justement des défenses très actives. Parce que si on est à plusieurs face au porteur de balle, évidemment, il y a des infériorités numériques défensives un peu plus loin qu'il va falloir gérer. Et donc, du coup, il faut être en capacité d'agir aussi physiquement sur les trajectoires, mais aussi sur un non-porteur de balle qui se déplacerait. Ensuite, le rôle du gardien de but permet ça. Alors, même s'il est en danger en dehors de sa zone actuellement, ça permet ça. Si vous l'avez vu sur l'image de présentation, j'ai mis du football américain, etc. J'ai mis aussi des échecs. Parce qu'à un moment donné, dans les échecs, on ne peut pas gagner une partie si on n'est pas capable de sacrifier sa reine. Et défensivement, bah peut-être qu'il va falloir sacrifier un pion, peut-être qu'il va falloir sacrifier un cavalier, peut-être qu'il va falloir sacrifier sa reine pour pouvoir gagner la balle. C'est qu'à un moment donné, il va falloir tendre des pièges pour pouvoir récupérer le ballon. Et je pense que ce n'est pas en revenant vers son but et en étant frileux qu'on va pouvoir rendre les choses plus actives. Alors, c'est facile d'en parler, donc on va passer un petit peu à du concret. Alors, loin d'être parfaite, donc ça, c'est l'organisation des moins de 17 de l'homme que j'entraîne cette année sur le repli défensif. Donc, l'organisation, elle est vraiment toute simple, hein, puisque on est en 2-2-2, je demande au gardien de but de participer. Au-delà de ça, le gardien de but participe également à la montée de balle, donc il nous permet de créer le surnombre aussi en montée de balle. Donc là, je le remontre, hein, tout simplement, on se retrouve avec Sia tire à gauche, le tireur est en pressing avec le pivot, les autres joueurs on fait un cover 3 sur le grand espace qui devient un cover 2 dès que les 2 ailiers sont revenus avec nous. Donc le dispositif n'est pas très compliqué. Les règles que j'ai données à ces demoiselles toute l'année sont les règles que je vous ai données tout à l'heure. Elles ont vu les images que vous avez vues. Donc, petit 1, il fallait se rassurer pour ne pas prendre de but sur des premières relances. Donc, on a travaillé beaucoup là-dessus. Petit 2, il fallait mettre du sens au fait de récupérer le ballon. Donc, si on récupère le ballon, il faut qu'on soit en capacité de se projeter vite. Donc, on a fait beaucoup de montées de balles sur des demi-terrains, des quarts de terrain, pour vraiment se projeter vite vers l'avant. Ensuite, les règles simples de on aligne la ligne basse, elle est sur l'attaquant le plus proche du but, et la ligne haute, elle est sur le ballon, et la ligne haute n'est jamais dépassée par le ballon. Ensuite, l'endroit où on se retrouvera en défense en 0-6, parce qu'on défend en 0-6 par projet club, importe peu. Alors ça, c'est autre chose, parce que dans la formation du joueur, que mon ailier défende en 3, que mon arrière défende en 1 et que mon pivot défende en 2, ce n'est pas une problématique et ça ne doit pas être une problématique pour elle. Là, aujourd'hui, dans la construction de cette équipe-là, on est en train de rentrer dans la stratégie sur cette phase-là de jeu. Donc, voilà quelques images de ces demoiselles. Il y a du son, je vais le couper très vite. Tac. Tac. Donc, les images sont en ordre chronologique. Donc là, on a eu la chance cette année de jouer beaucoup de matchs amicaux, ce qui fait qu'on a joué 4 matchs de championnat et on a joué 10 matchs amicaux, ce qui fait qu'elles sont à 14 matchs. Donc, elles ont pu progresser. Donc là, c'est réellement leur premier match, la première fois qu'on jouait en opposition. Donc moi, ma fille porte le numéro 7, hein, c'est la meilleure de l'équipe, bien sûr.
Donc là, il y avait des volontés de récupérer la balle, plus ou moins, des volontés de presser, plus ou moins. Par contre, une vraie volonté de se projeter vite vers l'avant quand on récupérait la balle. Là, on est sur le deuxième week-end des matchs amicaux. Donc là, vous voyez, ça traîne un petit peu. Donc on était plus en 4-2, donc avec 4 joueurs qui repliaient et 2 qui restaient devant. Et puis au fur et à mesure même de ce match-là, je pense que se sont rendu compte qu'on pouvait être un petit peu plus. Parce qu'il n'y avait pas de passe longue, ou que les passes longues, on était en maîtrise des trajectoires. Et du coup elles ont au fur et à mesure même de ce match-là, mis plus de monde sur ce premier rideau de repli. Donc là, idem, vous voyez, c'est le même match. Et là, on se retrouve avec beaucoup plus d'hommes à hommes, avec des répartitions même aléatoires, puisque la demoiselle, je vais l'arrêter même celle-là. Parce que ça, ce qui est intéressant, c'est que la joueuse, ça c'est le suivant, tac, pas possible. Je bug. Donc ça, c'était la séquence précédente. Donc dans la séquence suivante, vous voyez, on voit une couverture ici et une joueuse qui est partie. Et cette joueuse-là, verbalement, on a été libéré parce que la gardienne, c'est pas possible. Excusez-moi. Parce que la gardienne libérait la joueuse dans la profondeur. Ce qui fait que celle-ci décide de rester là, c'est faux. Et celle-ci est repartie couvrir les lierres qui étaient très loin et qui étaient couvertes par la gardienne. Donc là, au fur et à mesure de ce match-là, il y a un peu plus de volonté, en tout cas, de gagner la balle. Là, il y a même une faute, sachant que dans le projet de jeu, la faute n'est absolument pas quelque chose qui ne nous permet pas de récupérer le ballon. À un moment donné, quand on fait une faute, on se retrouve en supériorité numérique défensive, puisqu'il y a un joueur qui est bloqué. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'elles ont commencé à conceptualiser. Vous voyez, au fur et à mesure du match, on est passé de 2 joueurs qui pressaient à là, elles sont en 3-3. Là, je pense qu'il y a une joueuse qui monte, donc on va se retrouver en 4 devant et 2 derrière. Là, le changement est intéressant au milieu, donc on se retrouve avec un alignement et un changement. Donc, ils sont assez intéressants. Après, cette joueuse-là, au-delà d'être mobile, elle est assez grande. Donc, ça lui permet de voler des ballons qui ne sont pas volables par d'autres. Là, sur le week-end qui suit, donc la couverture. Donc, il n'y a pas que des buts en pressing, il y a également des ballons qu'on récupère en couverture. Peu de passes longues de nos adversaires, parce que peut-être pas capables de le faire. Et après, j'imagine qu'il y aura une question sur le rapport de force quand on voit ces images-là. La pivot, on a travaillé sur sa gestuelle, mais ça reste compliqué. Donc là, idem. Donc on est sur le week-end qui suit et elles sont beaucoup plus pressantes déjà. Et si vous regardez, il n'y a plus la grande. La grande a d'autres rôles. Elle s'est établie d'autres rôles. Là, le week-end qui suit encore, on se retrouve, vous voyez, dans l'agressivité, elles sont encore plus présentes, quoi. Donc elles ont pris confiance et on a commencé à découvrir ces passes longues-là, puisqu'on était souvent en 3-3 et on s'est retrouvé à se faire attaquer balle en main ou par des passes longues dans cet espace-là. Donc là, elles ont pris confiance et de plus en plus confiance. Alors, dans le rapport de force, il est évident que dans le rapport de force individuel, on est plutôt elles sont plutôt dominantes. Là, idem, le ballon il est parti loin et plutôt que se replier, elles vont rester haut. Ouais. Tu veux que je fasse une pause? Ouais, fais un peu une pause sur image, Ouais. si tu veux bien. Il y a une question, je voulais profiter des images pour pouvoir la poser.
Par exemple, sur grand espace comme ça, qu'est-ce que tu proposes toi pour un changement de joueur? Enfin, ici, dans ce cas-ci, de joueuse, évidemment. Là, si on est en homme-homme, on prend les principes de l'homme-homme, alignement, changement. Si on n'est pas capable d'aligner, on glisse. Donc, on est vraiment sur les Ouais. principes de l'homme-homme de base. Par contre, ah Identique sur grand ouais, espace. Ouais. clairement. Et justement, comment dire, dans les savoir-faire individuels, comment dire, on a énormément travaillé sur l'homme-homme demi-terrain. Donc des touchdowns, des jeux où on est sur du 4 contre 4 sur demi-terrain, avec si je récupère la balle dans tel secteur, j'ai 2 points. Donc plus je vais récupérer la balle haute, plus j'ai de points. Vous voyez, enfin, des trucs classiques. Maintenant, on est sur de l'homme-homme. Quand on est proche de la balle, de toute façon, même sur les défenses de haut niveau, hein, on a beau être en zone, quand tu es face à la balle, tu es en homme-homme. Quand tu gères un pivot face à la balle, qu'on ne parle pas de zone, on est en homme-homme. Par contre, quand on est loin de la balle, là, par exemple, les demoiselles qui ne sont pas dans l'image et qui vont être près de notre but, elles peuvent très bien changer de joueur comme ça, puisqu'elles sont loin du ballon, elles peuvent très bien changer de secteur, quoi. Là, elles sont vraiment sur des défenses de zone et en secteur. C'est pour ça que le football américain m'intéressait beaucoup, notamment dans leur capacité à couvrir, puisqu'ils couvrent des espaces par rapport à un adversaire. Ça, c'était intéressant. Je remets les images. Avec plaisir. Et on n'a pas vu ma fille marquer de but encore. Tu vois, ça c'est. Enfin bon. Ni intercepté. Donc là, on est carrément en homme. Après, par contre, encore une fois, on est plutôt. On ne sera pas devant le porteur de balle, on sera derrière lui, on protège notre but. Alors, ça, c'est intéressant. Top. Ça, c'est intéressant parce que on a pris plein de confiance. Donc là, le match contre l'équipe sur les parquets, c'était le dernier match amical. Donc, réellement un super match dans l'agressivité, tout ça, le rapport de force difficile. Là, on se retrouve premier match à Paris, donc plein de certitudes, et on s'est fait massacrer. Pourquoi? Parce que dans le rapport de force, on s'est retrouvé avec une demoiselle là, qui traverse, qui est en train d'éliminer cette superbe numéro 7 avec des bouclettes, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, ma fille se fait éliminer au milieu de terrain, et l'autre se retrouve avec complètement le terrain complètement ouvert. Et donc, elle va aller nous percuter. Alors là, je ne sais même plus ce qui siffle là-dessus, mais vous voyez, elle vient percuter avec énormément de vitesse. Donc, ce pressing ne sert absolument à rien. Idem ici, où la joueuse est complètement libérée, elle reçoit la balle, et puis vient percuter la défense avec énormément de vitesse. Donc, on s'est fait massacrer. Ce qui fait que on est parti on était plein de confiance, on arrive en championnat, on s'est fait massacrer. Là, une autre séquence qui était une petite alerte, puisque c'est une image qu'on avait vue pendant la prépa, en disant attention, parce que si elle nous court dans le dos et que personne ne fait le boulot en couverture, on va se prendre des buts. Et donc là, on s'était retrouvé à avoir ces problématiques-là, mais qu'on n'avait pas identifiées puisque tout se passait bien. Le score se passait bien, et puis on marquait des buts, et puis bon, c'était assez anecdotique. Là, quand elles se sont retrouvées en championnat, ça a été autre chose contre les Vertes que vous avez vues tout à l'heure. Ça, c'est le deuxième match où, dans les discussions, elles ont eu le choix sur la zone d'emprise. Donc, elles avaient la possibilité de revenir sur une middle, sur une emprise moyenne ou une emprise basse. Il n'y a aucun souci, elles ont le choix. Moi, je ne leur impose pas. Elles ont décidé d'être hautes quand même, donc sur le deuxième match de championnat. Par contre, elles ont établi que dans les distances de combat, au vu du rapport de force, il fallait qu'elles identifient un peu plus quelles étaient les joueuses en face qui étaient bonnes, moins bonnes, etc. Donc elles sont rentrées beaucoup plus dans le rapport de force. Ce qui fait que là, sur ce match de championnat-là, vous voyez, elles sont toujours 3 devant. On est en 3-3 sur le repli. Et par contre, dans le rapport de force, elles ont décidé de venir beaucoup plus céder, de la ligne basse vers la ligne haute, voire même des joueuses de la ligne haute les unes avec les autres. Donc elles ont régulé ça avec toujours cette envie de presser et cette envie d'aller vite vers l'avant. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est le troisième match de championnat où, encore une fois, l'envie de presser, elle est importante. Et on arrive à intercepter. Après, elles avaient identifié que le gardien de but n'était pas un gardien de but qui relançait beaucoup, qui relançait très bien. Et là, vous voyez, donc il y a des joueuses qui courent, il y a des joueuses qui pressent. Et là, idem.
Donc là, la trappe est sautée et elles font faute. Donc là, elles ont régulé ça en disant, bah tiens, si on se fait avoir et que ça commence à venir dans la trappe, enfin dans l'espace entre les deux lignes, bah, il faudra absolument qu'on fasse des fautes. Laurent, tu ne fais donc pas de changement de joueuse attaque-défense? Alors, je forme des joueurs, donc je peux pas. Je peux pas. Je peux pas. Et pourtant, là, dans ce groupe-là, on a des joueuses. Alors, la grande demoiselle dont je t'ai parlé, hein, Jonathan, la grande demoiselle qui est pour l'instant encore avec moi, elle est en équipe de France cadette. La grande qui est devant, la demoiselle avec les lunettes qui court vite, là, elle sera également en équipe de France cadette. Donc, j'ai des joueuses de très bon niveau. Justement, pour les faire avancer, la plus petite des deux, elle défend en 3. Pour justement que voilà, elle se développe aussi. Sur le banc, il y a des joueuses qui sont un peu moins fortes, mais qui se retrouvent à attaquer et défendre. C'est obligé, ça. Et pareil, dans le passage de la ligne haute à la ligne basse, elles doivent être en capacité toutes d'être sur la ligne haute ou la ligne basse. Parce qu'autrement, je me retrouve avec des spécialistes de l'interception et du repli, du coup, et des spécialistes de la presse et de la conquête. Ce n'est pas l'objectif en formation du joueur. Donc là, ce qui est intéressant aussi sur ce match-là, c'est qu'au bout du 3e match, ben, on s'est retrouvé avec un adversaire qui est venu nous presser. Donc ça, c'est top, parce que du coup, les adversaires, plutôt que voilà, c'est une équipe de la région, plutôt que venir subir les choses, ben, ils ont décidé de venir nous presser. Donc ça, c'est top, c'est vraiment top. Au niveau stratégique, là, elles vont rentrer dans une deuxième. Enfin, si on a le droit de reprendre les championnats bientôt, ça, j'espère, on connaîtra tous nos adversaires. Là, les joueuses ont commencé à établir sur la défense quelles étaient les joueuses qui étaient embêtantes en face, quelles étaient les joueuses dominantes, sur quelle course elles préféraient courir, qui tirait de loin, qui jouait plutôt avec le pivot. Donc, défensivement, ce que tout le monde fait dans le projet de jeu, on prend en compte les adversaires et les qualités de l'adversaire pour le faire. On le fait également sur le repli. Donc là, elles savent que sur le prochain match, elles vont jouer une joueuse qui s'appelle Anaëlle. Anaëlle, sur le grand espace, elle est très percutante. Donc, elles ont décidé de la priver de ballon. Donc, elles vont faire une stricte sur Anaëlle. Donc, elles vont la neutraliser sans ballon pour l'empêcher d'être productive sur cette phase-là, puisqu'elle poserait un vrai problème et qu'on pense pouvoir récupérer beaucoup de ballons si cette joueuse Anaëlle n'est pas en capacité d'avoir la balle sur ces phases-là. Ensuite, là, les 3-4 dernières séquences sont sur quelque chose qu'elles ont mis en place, puisque maintenant, quand on est en supériorité numérique défensive, on presse sur demi-terrain, mais on presse. C'est-à-dire qu'on met un libéro, un free safety, qui peut même être aidé par le gardien de but, et on est en homme à homme, chacune la sienne, sur le demi-terrain. Avec l'envie plutôt de protéger le secteur central, d'isoler les joueurs, et peut-être de laisser beaucoup de crédit d'action. Ça ne marche pas, hein. Laisser beaucoup de crédit d'action à un adversaire. Donc là, elles avaient commencé ça en prépa, et elles l'ont vraiment rajouté dans le projet de jeu défensif. Donc l'envie sur demi-terrain d'aller chercher l'adversaire et pas que sur repli, quoi. Après, là, avec une équipe de jeunes, en tout cas, j'ai l'impression que ça développe énormément déjà de mentalité et puis de qualité individuelle défensive dans les savoir-faire et dans la capacité cognitive, quoi. Donc, voilà pour cette séquence-là. Dernière petite, vous avez vu 3 fois puisque je l'ai mis en route 3 fois. Dernière petite animation que j'ai fait vite fait, hein. C'est un jeu que j'ai beaucoup utilisé justement pour développer la presse. C'est la brésilienne, donc l'utilisation de 3 équipes en homme à homme avec une équipe qui ne peut défendre que jusqu'au milieu de terrain, ce qui les amène à presser et à essayer de récupérer la balle, quoi. Donc là, juste cette petite animation pour voilà, parce que c'est un jeu qu'on fait beaucoup et qui permet de mettre pas mal de choses en place, quoi. Voilà pour moi, Jonathan.